Bien, bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas salués. Moi, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de devoir animer cette table ronde sur un sujet majeur qui concerne notre avenir, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, quelle politique fiscale pour répondre à l'urgence climatique ? Alors, je vais commencer par présenter rapidement nos deux intervenants. L'un est très connu de nous tous, Pierre aussi. Alors Pierre Larouturou est un de mes collègues au Parlement européen. Nous sommes ensemble en commission emploi et affaires sociales. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi ensemble sur des sujets liés à l'innovation sociale, comme la semaine de 4 jours, puisqu'on a déposé un projet sur ce thème. Mais là, Pierre est là en tant qu'économiste. Il va nous parler de l'urgence climatique, puisqu'il siège au Haut Conseil pour le climat. Il a travaillé avec Michel Rocard. Voilà, et il a un parcours bien connu et très riche. Et il connaît bien le sujet. Et je pense qu'il va nous présenter des propositions, j'allais dire iconoclastes, ce qui est aussi le cas de mon cher ami Jean-Paul Mattei, qui a défrayé la chronique la semaine dernière, enfin cette semaine, avec ce rapport remis dont on a retenu surtout une des propositions, alors qu'il y en avait d'autres sur le patrimoine. Et au fond, quelle taxation on pourrait faire pour accompagner, une fois de plus, cette urgence climatique. Alors je vais être brève dans mon introduction. D'abord, je ne suis pas une spécialiste des questions fiscales, plus des questions sociales que des questions fiscales. Mais je me faisais la réflexion ce matin, je la partageais avec Pierre, que j'entendais ce matin qu'on nous reproche souvent au niveau européen d'être lent dans l'action. Eh bien, on a quand même été capable d'être rapide et réactif quand il y a eu la crise pandémique et la Covid, puisqu'en quelques mois, en 2020, on a été capable de monter un plan de relance pour sortir de la crise, à quand même 750 milliards d'euros, complètement innovant. Très rapidement, on a mobilisé tout le monde. Sans doute, c'est parce que la notion d'urgence apparaissait vraiment. Et je suis frappée d'ailleurs qu'on ne parle plus du tout. On a l'impression que ça n'a jamais existé, qu'il n'y a pas eu cette crise Covid où le monde s'est arrêté. Puis voilà, on est reparti. Et au fond, sans doute, ça va être le premier sujet que Pierre va adresser. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a cette urgence climatique et qu'il faut des moyens à la hauteur? Est-ce qu'on a vraiment ce sentiment d'urgence? J'en suis pas si sûre, même si on en parle, même si on voit des catastrophes tous les étés de plus en plus. Malgré tout, peut-être qu'elle ne nous parle pas autant qu'une crise pandémique telle qu'on l'a vécue. Et ça explique peut-être qu'on soit un peu lent dans nos processus budgétaires et au niveau de tout ce qu'on prévoit. Alors, il y a quand même eu des avancées. On a l'accord OCDE qui a fait qu'on a quand même eu pour la première fois une taxation de 15% des multinationales, de leurs profits. C'est complètement aberrant. On nous aurait dit ça il y a quelques années. Jamais on n'aurait pensé qu'on serait arrivé à ça. Plus des projets sur les ressources propres, qui sont des gros débats pour nous au niveau du Parlement européen, des fonds qu'on a votés. Voilà, donc ça progresse, mais est-ce qu'on a autant que ça ce sentiment de l'urgence? Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Pierre, qui va nous dépeindre un petit peu la situation déjà sur l'urgence climatique. Merci Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait 3 ans que je n'étais pas venu à Guidel, ça commence à me manquer. Merci beaucoup et je crois que tu poses une bonne question. Est-ce qu'on a vraiment compris l'urgence climatique? Je vais commencer par un graphique, je ne sais pas si la régie peut faire un zoom là-dessus, le PowerPoint ne marche pas. C'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui a déjà triplé. C'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Et je me souviens d'un des conseillers d'Angela Merkel qui m'a dit qu'il avait 20 minutes pour me recevoir. Puis j'ai commencé avec ce graphique qui m'a gardé 1h30 finalement. Le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà triplé, alors que le réchauffement est seulement de 1,1 degré. Ma grand-mère était bretonne. À l'époque de ma grand-mère, il pleuvait tous les jours. L'été dernier, la Bretagne a été défigurée par des feux de forêt qu'on n'avait jamais vus. C'est partout. Il y a 6 ans, la récolte de blé en France, on a perdu moins 30% sur la récolte de blé à cause des inondations. C'est très concret. Heureusement que l'Ukraine, la même année, avait fait une bonne récolte, sinon on aurait des tickets de rationnement. Cette année, c'est au contraire la sécheresse. Vous vous souvenez tous, au mois d'avril, il y avait déjà 70 départements en France au mois d'avril qui étaient en état de sécheresse
sécheresse où les paysans se disaient qu'ils n'auraient pas assez d'eau pour un circuit normal. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre l'urgence qu'on est en train de vivre? Il y a 3 semaines, 12 000 morts en Libye. 12 000 morts en quelques heures en Libye à cause d'une tempête jamais vue, parce que l'eau de la Méditerranée est à un niveau de chaleur jamais vu. L'été dernier, c'est en Corse. Météo France s'était fait engueuler en disant « Vous n'avez pas vu venir la tempête qui a dévasté une petite partie de la Corse ». Là, c'est en Libye, 12 000 morts. Et il n'y a aucun doute, le World Weather Attribution, donc des scientifiques qui disent est-ce que oui ou non il y a un lien avec le réchauffement climatique, on dit que ce qui s'est passé en Libye est bien lié au réchauffement climatique et que le réchauffement climatique qui réchauffe les eaux de la Méditerranée de façon considérable fait que ce genre de catastrophe est 50 fois plus probable qu'il y a 40 ans, 50 fois plus probable et avec une puissance augmentée de 50%. Donc là, c'est la ville de Derna qui a été détruite, mais ça peut être Marseille ou Toulon ou une autre ville. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de notre vivant. On est tous les deux à Bruxelles une bonne partie de notre temps. Et bien, à chaque fois que je vais voir la Direction générale de l'énergie, c'est très concret. Il y a 2 ans, il y a eu 200 personnes qui sont mortes dans les inondations. La fille de la directrice générale de l'énergie est morte. Elle est partie en camp scout, la vie est belle, c'est le début du mois de juillet, la vie, elle part, et puis il pleut, en quelques heures, c'est l'horreur, et bien on ne reverra jamais plus vivante. J'en parle avec émotion parce que tout le monde, quand on va à la Direction générale de l'énergie, dit que ça peut nous toucher tous. Chacun de nous peut voir son conjoint, ses enfants, tués par un dérèglement climatique. Donc est-ce qu'on est capable de réagir? La Banque mondiale dit que si on ne fait rien, on aura 140 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 ans, 140 millions, essentiellement en Afrique, 90 millions d'hommes et de femmes qui auront le choix entre crever sur place ou traverser la Méditerranée. Donc ça ne sert à rien de verser des larmes de crocodile sur ce qui se passe à Lampedusa. On n'est déjà pas très bien capable de les accueillir de façon fraternelle, mais si l'Afrique se disloque à cause du réchauffement climatique et à cause du manque de développement économique, je voyais l'autre jour Jean-Louis Borloo, il y a 10 ans, il proposait un grand plan pour permettre l'accès de tous à l'électricité. Il y en a qui ont ricané, mais aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir en même temps d'agir fortement en Europe et d'agir avec l'Afrique, notre continent voisin, si l'Afrique se disloque, réchauffement climatique et manque de développement, on va connaître le chaos de notre vivant. De notre vivant, on va connaître des scènes d'horreur. Deuxième point, une fois qu'on a dit la gravité, il n'y a plus aucun doute sur le diagnostic. Il y a une époque où Claude Allègre disait peut-être que oui, peut-être que non, le CO2, mais il y a eu un vote à l'unanimité de l'Académie des sciences, y compris Claude Allègre a dû avaler son chapeau après 6 mois de débat. Il n'y a plus aucun doute aujourd'hui sur le fait que le réchauffement climatique vient à 100% du CO2 émis par la société humaine. Voilà l'évolution du CO2 depuis 1000 ans. Jamais, on regarde les carottes de glace, c'est comme ça qu'on le maîtrise, jamais le CO2 n'avait dépassé les 280 unités. Les scientifiques parlent de ppm, parties par million. Jamais il y avait eu plus de 280 unités de CO2. Et là, on est monté à 424. Ça, c'est la courbe depuis 1000 ans, mais la courbe depuis 800 000 ans, j'ai fait un PowerPoint qu'on pourra peut-être envoyer à tous ceux et celles qui participent, c'est plus agréable. C'est la courbe depuis 800 000 ans du CO2 dans l'atmosphère. Il y avait des oscillations, parce que la Terre ne tourne pas de façon parfaitement constante autour du Soleil, donc il y avait des oscillations de température de CO2, mais jamais, depuis 800 000 ans, on avait dépassé les 280 unités de CO2. Aujourd'hui, on est à 424. Quand François Bayrou, il n'est pas là, il est dans une autre salle, quand François est né, on était à 311 unités de CO2. 311, on est à 424. Donc il y avait un équilibre depuis 800 000 ans, il y avait des oscillations, mais en gros il y avait un équilibre depuis 800 000 ans, et depuis un siècle, on a foutu en l'air cet équilibre. Alors où est-ce qu'on en est? Tu l'as dit, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat avec Pascal Canfin, on était 2 qu'Emmanuel Macron avait invité quand il avait créé le Haut Conseil, et Emmanuel Macron disait qu'il y avait besoin de gens comme nous pour le pousser à aller plus vite. Et la première chose qu'a fait le Haut Conseil pour le climat quand Emmanuel Macron nous a installés, c'est le bilan carbone de la France. Et là, je suis désolé de le dire, quand certains disent on a fait la moitié du chemin, c'est juste faux, hélas. C'est faux. Cette courbe était dans le journal Les Échos il y a 1 an. On montre que si on ne tient compte que du CO2 qui est émis en France, c'est vrai qu'on fait tous des efforts dans nos entreprises, dans nos vies de famille. Donc le CO2 qui est sur le territoire national a baissé de moins 25%. Quand certains vous disent on a fait la moitié du chemin, on a baissé de 25%, c'est vrai pour le CO2 émis sur le territoire national. Mais la courbe qui vient du ministère et qui est dans les Échos, en annexe au projet de loi de finances il y a 1 an et demi, disait si on tient compte du CO2 qui vient de la Chine, parce qu'on a envoyé en Chine une bonne partie de l'industrie polluante, si on tient compte de tous les produits qu'on consomme et qui viennent de Chine, eh bien le bilan CO2 de la France n'a pas du tout diminué. Pas du tout diminué. Donc on se rassure à bon compte en pensant qu'on a fait la moitié du chemin et que ce n'était pas si compliqué. Il y a besoin d'une vraie transformation, il y a besoin de comprendre l'urgence. Dernier point sur le diagnostic, pour dire que vraiment
quand Guterres dit qu'on est sur l'autoroute vers le chaos, il a raison. Depuis 1958, les Américains ont installé à 3000 mètres d'altitude sur une montagne pour être loin de toutes les industries, toutes les pollutions. Et tous les jours, des scientifiques américains, depuis 1958, mesurent le CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60 et 70, le CO2 a augmenté de 0,8 unités, plus 0,8 unités chaque année. Depuis 5 ans, on est à plus 2,4. Aujourd'hui, le CO2 dans l'atmosphère augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 ou 70, à cause des cercles vicieux qui s'accélèrent. Le réchauffement fait des feux de forêt, et les feux de forêt font de plus en plus de CO2 qui vont accélérer le réchauffement. Une année, c'est en Australie, 400 morts dans les feux de forêt en Australie. 430 morts dans les feux de forêt en Australie, des gens comme vous et moi qui étaient heureux, on va pique-niquer, on va au boulot et on est pris par l'incendie. Donc cette année c'est au Canada, des surfaces colossales qui ont brûlé, c'est des dégâts pour les forêts, pour la biodiversité, c'est du CO2. Donc tous ceux qui pensent qu'on va un peu lentement mais on va dans le bon sens, non. On ne va pas du tout dans le bon sens, malgré la COP 21, la COP 22, la COP 23, la COP 1. Le CO2 dans l'atmosphère augmente aujourd'hui 3 fois plus vite que dans les années 60 et 70. Donc il faut changer de braquet. Et une fois qu'on a compris l'urgence, y compris dans tous les milieux, une des récentes fois que j'étais venu en Bretagne, c'était invité pour l'ensemble des jeunes agriculteurs, la branche jeune de la FNSEA, qui disait aujourd'hui plus aucun paysan ne conteste le réchauffement climatique. Il m'avait invité pour le grand débat de l'après-midi. Que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat? Certains vous disent qu'il y a des Français qui n'ont pas encore compris l'urgence, il ne faut pas y aller trop vite. Eh bien, le grand débat de Terre de Gym, il y a 5 ans à Fougères, c'était, et le chef des jeunes agriculteurs disait, il y a 10 ans, on était tous climato-sceptiques, Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun paysan climato-sceptique. La question est de savoir comment est-ce qu'on nous aide financièrement. On a invité M. Larouturou, qui avec Jean Jouzel porte des solutions. Donc les solutions, Jean-Paul en parlera très bien. J'ai encore 2 minutes pour dire au niveau européen, ce n'est pas mes propositions. Qu'est-ce que propose le Parlement européen? Il y a ici des collègues, Marie-Pierre ou d'autres, ou Valérie, avec qui on travaille. On a entendu les gilets jaunes. On a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui gagnent 1000 ou 2000 par mois qui doivent être taxés. Et donc, il y a 3 ans, on a fait un rapport, je te l'enverrai, Jean-Paul, je l'ai déjà envoyé par mail, mais tu n'as peut-être pas eu le temps de le regarder, avec toutes les ressources propres pour trouver des aides pour chaque petite entreprise, pour chaque artisan, pour chaque famille. Une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 €. 40 000 €. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 €. Donc il faut qu'on trouve des aides. Dans mon coin des Pyrénées, il faut en même temps des transports en commun. Il n'y a aucun transport en commun et la mairie doit trouver du fric pour isoler la maison de retraite, la mairie et la salle municipale. Donc il faut des subventions. Donc le Parlement européen proposait 6 solutions. Une taxe carbone aux frontières, une taxe digitale, une taxe... Tout ça est bien, mais c'est à chaque fois entre 4 et 5 milliards, et Biden n'en veut pas. C'est entre 4 et 8 milliards, mais on ne peut pas le faire à cause de l'OMC. Et donc la meilleure solution de tout ce que proposait le Parlement, c'est une taxe sur les transactions financières. C'est une idée très simple. Tout le monde paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé 20% de TVA, 20%. Et même les plus pauvres, ceux qui dorment dans la rue, quand ils ont trouvé un peu d'argent, ils vont s'acheter de quoi manger, ils payent une TVA à 5,5%. Tout le monde, dans tous nos pays, paye au moins 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0 la TVA sur les marchés financiers. Donc depuis 2011, M. Barroso, qui n'est pas l'extrême gauche, depuis il est parti chez Goldman Sachs, depuis 2011, la commission Barroso proposait une petite taxe de 0,1% sur les marchés financiers. C'est tout petit, c'est 0,1, mais à la fin de l'année, on a 60 milliards d'euros. Et donc l'ensemble du Parlement européen demande, à part l'extrême droite, tous les groupes soutiennent ça, même 92% des députés de la droite allemande, l'autre jour je voyais Ursula von der Leyen qui était contente de voir que ça fait vraiment l'unanimité, même 92% des députés CDU-CSU ont voté. Hélas, il n'y a que la France qui bloque, je ne veux pas être trop long, mais on a la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, je pourrais aller dans le PowerPoint, vous pourrez la voir, donc la droite conservatrice autrichienne qui dit il faut relancer la négociation, mais c'est la France qui bloque, parce qu'aujourd'hui la France dit qu'elle veut plus de ressources pour l'Europe, pour rembourser Next Generation et pour le climat, mais aujourd'hui c'est marqué noir sur blanc, la France défend un projet où 99% des volumes ne sont pas taxés. Il existe déjà une petite TTF en France, créée par Sarkozy puis Hollande. Elle ne concerne que 1% des transactions chaque jour. Elle fonctionne, elle n'a provoqué aucune évasion. L'an dernier, elle a même rapporté 1,6 milliard. La taxe sur les transactions qui existe en France ne concerne que 1% des volumes, mais elle n'a provoqué aucun dégât. Et même en n'étant que sur 1% des volumes chaque jour, elle a rapporté 1,6 milliard à la fin de l'année. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel pour se dire que si, au lieu d'être sur 1% des volumes, si elle est sur toutes les transactions, comme le demande le Parlement, elle pourrait rapporter beaucoup plus. Donc il y a cette solution. Et deuxième idée, et donc ça permettrait d'avoir des aides. Moi, mon but, ce n'est pas qu'on ait une taxe. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas « ouais, je veux créer une taxe ». Moi,
mon but, c'est que tous ceux et celles qui feront une rénovation thermique sachent qu'il y a une aide efficace, qui est durable, parce qu'aujourd'hui, les règles changent tous les 6 mois, c'est insupportable pour les gens du bâtiment, et que si vous faites une rénovation, il y a des gens compétents pour faire les travaux, et que vous aurez une aide entre l'aide de l'Europe et l'aide qui existe en France, vous aurez une aide qui divise par 4 ou par 5 le coût de la rénovation thermique. Et si on est sûr que pendant 20 ans, on a des aides qui divisent par 4 ou par 5 le coût de la rénovation thermique, le secteur du bâtiment peut recruter du monde et on peut accélérer là-dessus. Dernière idée, et accessoirement en termes de pouvoir d'achat, je voyais l'autre jour un monsieur qui a isolé sa maison, il gagne 800 € chaque année sur ses dépenses de chauffage. Il dit on vit mieux, on a moins chaud l'été, moins froid l'hiver, et je gagne pour ma famille 800 € de pouvoir d'achat chaque année. Dernière idée, c'est une idée que portait déjà Jacques Delors il y a très longtemps, c'est lutter contre la concurrence fiscale. Alain Lamassoure me dit que déjà quand Alain était Jean-Louis Bourlange, j'étais rapporteur général du budget il y a 2 ans, mais la dernière fois c'était Jean-Louis Bourlange, et Alain Lamassoure était président de la commission des budgets. Ils me disent tous, évidemment, on est d'accord. Quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était à 50%. 50%. Et puis depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est chaque année qu'on baisse un peu l'impôt pour faire comme les voisins. On est tombé à 19%. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est à 19%, alors qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous voyez la courbe, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt n'est jamais tombé en dessous de 38%. Donc c'est le monde à l'envers, 38% aux États-Unis, 19% en Europe. Et déjà, quand Alain Lamassoure, il y a 20 ans, où Jean-Louis Bourlange était au Parlement, Jacques Delors, tout le monde disait il faut un impôt européen, pas sur les artisans, mais sur les grandes entreprises, et on pourrait avoir un impôt de 5%. Même avec un impôt de 5% au niveau européen sur les bénéfices d'entreprise, on resterait en dessous du niveau des États-Unis. Donc il n'y a aucun problème de compétitivité. Même avant d'être député, on avait fait un événement, il y avait Alain Juppé, il y avait Laurence Parisot qui nous disaient qu'ils étaient d'accord pour un impôt de 5% sur les bénéfices. Donc je crois, et je vais laisser la parole à Jean-Paul, il y a plein de solutions, mais il y a une urgence à trouver de l'argent. Et rien qu'en France, ce plan climat avec des vrais financements pourrait créer 900 000 emplois. Donc est-ce qu'on a compris l'urgence climatique? Est-ce qu'on a compris le fait que faire de la rénovation thermique, faire des transports en commun, c'est bon pour l'emploi sur tous nos territoires? On a le soutien de tous les maires ruraux de France. Quand on a lancé cette initiative avec Jean Jouzel, on avait tous les maires ruraux qui nous soutiennent. Et ça m'énerve un peu. Entre nous, Clément Beaune, qui était ministre des Affaires européennes, m'appelait tous les 2 mois en disant « Je ne comprends pas pourquoi Bruno Le Maire bloque. Je ne comprends pas. J'envoie un message à Bruno pour qu'il te reçoive. Il faut que Bruno bouge. » Donc peut-être qu'il y a des élus MoDem ici qui peuvent nous aider pour dire à Bruno Le Maire « Oui, il faut bouger. La France est le seul pays qui bloque. » La France est aujourd'hui le seul pays qui bloque la coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières. Merci. Bon, merci Pierre. Merci. C'était pas évident hein, de traiter un sujet aussi vaste en très peu de temps. Donc merci d'avoir fait cet effort. Bon, vous avez compris, on est tout de suite sur des sujets très sensibles. En France, on est quand même le champion des impôts, de la taxation. On est quand même le second pays, je crois, au monde. Pas sur les marchés financiers. Ouais, Biden a créé une taxe sur les rachats d'actions. Jean-Paul va en parler. Biden, il a créé une taxe sur les rachats d'actions. J'ajoute que nous, l'Europe Ensemble, et donc au sein de Renew Europe et Renew Europe, on soutient aussi, c'est aussi dans notre stratégie, on soutient ce projet de taxe sur les transactions financières qui nous semble effectivement être une solution pour l'avenir et pour une fois de plus, vraiment accompagner, avoir les moyens d'accompagner cette urgence climatique sans toucher les particuliers et accroître les impôts des particuliers. Comme vous l'entendrez parfois de la part notamment de l'extrême droite, qui, dès qu'on parle de ressources propres ou de budget européen qu'il faut accroître, dit « Ah, vous voyez, on va augmenter les impôts, voilà encore ce qui se prépare ». Ce qui est faux. C'est tout de suite compliqué quand on parle de ces sujets. Alors, Jean-Paul va pouvoir prendre le relais et nous expliquer notamment une des propositions qui a retenu l'attention, entre autres. Oui, merci de ce débat. Merci à Pierre de nous angoisser, mais de nous angoisser positivement par rapport à l'avenir de la planète. J'ai eu l'occasion, donc, avec un collègue communiste, dans le cadre d'une mission, dans le cadre de la Commission des Finances, de faire un rapport sur la fiscalité du patrimoine. Mais ça fait 7 ou 8 mois qu'on en parle. Et il se trouve que la recommandation qui ressort, c'est une proposition, une réflexion sur un ISF vert, on va dire, mais au niveau européen. Il y a 27 recommandations, même si dans mes propos introductifs, parce que c'est un rapport qui met en évidence une forme d'inégalité, d'accroissement des richesses et une très grande richesse, et ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat. Pour le dernier décile,
avec l'accumulation de fortunes économiques, peut-être utiles aussi pour le développement, est ressortie cette obligation d'une réflexion sur l'environnement et sur le futur de notre planète. Comment mettre à contribution, je dirais, tout le monde, et que tout le monde assume ses responsabilités sur l'avenir de notre planète. On a un problème sur la fiscalité, c'est le problème en quelque sorte de la concurrence fiscale entre les États, et le fait que c'est pour ça qu'on le préconise au niveau européen, si on le fait que pour la France, on va, comme je dis, on se tire une balle dans le pied. On va encore dire il n'y a que les Français. Sur, d'ailleurs, les prélèvements obligatoires en France, moi j'ai pour habitude de dire oui, mais on peut peut-être réfléchir dans l'enveloppe, comment on peut répartir. Et puis il faut voir les services qu'on a en face, même si on dit que les services ne sont pas excellents, mais on a quand même des services en France, dans notre pays, par rapport à d'autres pays. Mais la question qui se pose sur un ISF, c'est la taxation du stock par rapport au flux. Et c'est vrai que politiquement et même économiquement, taxer le stock, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune, peut s'interroger. Et je pense que taxer les flux me semble beaucoup plus acceptable. On a tendance à être, c'est une évidence que je vais dire, le consentement à l'impôt est plus facile lorsqu'on a la trésorerie que quand on ne l'a pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion globale sur ce sujet. On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien en matière d'environnement. Dans le budget, dans la loi de finances, il y a des tentatives, et il y a quand même des budgets qui sont quand même affectés pour le développement environnemental. Il y a également l'impôt minimal des sociétés de 15%, qui est quand même une révolution importante, puisque on leur a souhaité 21%, mais on est à 15%. Mais c'est vrai que l'obligation et l'engagement, c'est faire contribuer ceux qui peuvent, sans réflexion sur la sanction. L'impôt, c'est pas une peine. L'impôt, c'est un consentement. Le consentement à l'impôt est excessivement important, et c'est de participer, je dirais, à la vie de la société, à la vie de notre planète. Après, les lois de finances, parce qu'on aurait pu d'ailleurs intituler quelle politique fiscale et quelle politique de financement, parce que c'est le financement à long terme aussi de ces opérations. On peut, à mon sens, des investissements pour l'environnement qui améliorent rapidement l'état de la planète, ça peut se financer sur de nombreuses années, parce que j'ai l'économie immédiate et je réfléchis et je peux financer à long terme. On le voit bien d'ailleurs dans le plan de relance, et notamment la partie de l'État qui a eu un budget de près de presque 3 milliards sur les bâtiments de l'administration publique. Chaque fois, moi je préside encore le Conseil immobilier de l'État, on a cette réflexion, est-ce que votre financement est à long terme? Est-ce que ça correspond à des économies d'énergie et autres? Ensuite, la politique fiscale sur donc ces lois de finances, on critique souvent, je dirais, les niches fiscales, mais je dis avec un petit sourire, moi, sans niche fiscale, il n'y a pas de loi de finances. Par définition, une loi de finances doit essayer d'orienter l'épargne des Français dans tel et tel secteur. Et Pierre, tu évoquais tout à l'heure le logement au niveau. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion, comment on favorise l'investissement dans le logement vertueux, parce qu'on est face à une crise du logement, et accompagner. On a d'ailleurs, moi j'avais déposé l'année dernière un amendement qui prévoyait que quelqu'un qui loue un bien à titre de résidence principale, avec un loyer encadré, et avec le respect de l'environnement, surtout des critères DPE A, B, C, D maximum, puisse bénéficier d'une option à la flat tax. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, je dirais, avoir des ressources complémentaires, mais il faut toujours faire très attention, parce qu'on est sur une ligne de crête en disant si j'augmente les impôts, je peux réduire la base, et donc trop d'impôts tue l'impôt. Donc il faut faire attention, parce que ça reste toujours une ressource dynamique. Et ensuite, se dire comment je réoriente l'épargne des Français dans de l'investissement vertueux, notamment de la transition énergétique. Et il y a une réflexion, par exemple, sur la prime Rénov'. Moi, je dis que la prime Rénov', c'est un outil un peu complexe, qui a du mal à se mettre en place. Je sais que nos collègues socialistes avaient eu un texte qui prévoyait de faire une avance, en quelque sorte, par l'État,
d'une somme de 50 000 € et qui se rembourserait au moment de la vente du bien. C'était, je trouve, un moyen assez intelligent d'accélérer le phénomène et de trouver un moyen ensuite de rembourser cette avance, mais qui permet de faire des économies immédiatement, d'être bon pour la planète. Donc, l'outil fiscal, c'est à la fois orienter l'épargne, c'est certes une recherche de financement et de ressources, et à mon avis, il faut que ça soit sur les flux, et je crois que c'est aux politiques de décider de la fiscalité. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le système des fondations, du mécénat et autres. Je dis, il faut faire très attention avec ça. Je ne suis pas contre le mécénat, bien au contraire, mais c'est pas à l'entrepreneur de choisir la fiscalité ou je dirais l'utilisation de l'impôt qu'il doit faire. C'est à mon sens aux politiques de proposer et de regarder comment on peut l'orienter. Ensuite, il faut créer des outils à la fois qui favorisent, à la fois qui contraignent, mais je sais très bien les limites de la contrainte, et qui soient dans l'acceptabilité de cette nouvelle fiscalité. Donc l'exercice est compliqué, je vois que le temps se termine. L'exercice est compliqué. On doit se servir de l'outil fiscal, mais attention, effectivement, il ne faut pas qu'on crée un manque d'attractivité pour notre territoire. Mais moi, personnellement, je pense que c'est plus facile de travailler sur les flux que sur les stocks. Et donc, d'où l'idée de cette taxe. Sur l'impôt société, oui, pourquoi pas, mais là aussi, il faut qu'on ait une vision européenne des choses. Et je suis content d'entendre qu'au niveau européen, il y a cette prise de conscience. Nous, avec notre vision très française, on a l'impression que les blocages sont multiples. La règle de l'unanimité en matière de l'Europe pour les décisions modifications fiscales, il faudra que ça évolue et qu'on puisse y travailler en toute responsabilité. Mais je crois que moi, le constat que j'ai, l'environnement est certainement notre boussole actuellement pour le bien de la planète. Et d'ailleurs, si les gros contribuables hésitent, qu'ils fassent attention, parce que demain, leur, entre guillemets, patrimoine peut être très abîmé par les conséquences environnementales, mais je crois qu'il faut rester sur le côté humain et rendre la fiscalité acceptable, la cibler, et je crois qu'il faut qu'on arrive à faire de la pédagogie sur le consentement à l'impôt, parce que c'est utile non seulement pour nos concitoyens, mais aussi c'est très utile pour l'avenir de la planète. Merci Jean-Paul, je crois que c'est une belle conclusion. Merci à tous les deux. On voit qu'il y a des points de convergence et qu'on ne pourra pas se passer du niveau européen pour agir. C'est absolument indispensable et stratégique. Merci pour la qualité de nos échanges en peu de temps sur un très gros sujet. Et je crois qu'on ne peut même pas avoir d'échange avec la salle. Je n'ai pas vu de questions voilà, dans les questions qui remontent. Mais sur... Je n'ai pas parlé des rachats d'actions. Oui, on n'a pas parlé d'actions. Je voudrais dire un mot sur les rachats d'actions. Je crois qu'on ne peut pas. Une gouvernance mondiale, elle existe, oui. C'est l'OCDE, hein, d'une certaine manière, quand même aussi. Je crois que malheureusement, je peux prendre 1 minute de réponse. Oui. 1 minute, c'est tout. Bon, alors, je crois que la rachat... Bon, pardon, il y a des choses où il faut un niveau mondial, et Jean-Paul et Sylvie en ont parlé. Il y a eu un accord pour un taux minimum de 15% de l'impôt sur les sociétés. On espérait 21%. Joe Biden avait dit dans tous nos pays, on a besoin d'argent, on va mettre 21%. On a eu un accord à 15%. Et là, je suis désolé, mais la France n'était pas parmi ceux qui poussaient pour aller plus haut. La France, pendant un mois, a dit 12%. Il faut un taux commun, mais 12%, ce serait bien. Donc, c'est un peu dommage que la France n'ait pas plaidé pour une solution plus ambitieuse. Donc, il y a des fois où c'est bien, très important de le faire au niveau mondial. Mais il y a des fois où les Américains, ils y vont. Joe Biden, le petit vieux qui sort, on nous a expliqué que c'est un petit vieux qui dormait, il a mis 2000 milliards depuis qu'il est au pouvoir, 2000 milliards en 3 plans, un plan pour les infrastructures, un plan pour les microprocesseurs, un plan pour lutter contre l'inflation, 2000 milliards, on se demande si l'Europe va décrocher, mais aux États-Unis, ils y vont à la hache pour les subventions, et pour financer ça sans avoir plus de dettes, il fait une taxe sur les rachats d'actions, il a créé la taxe sur les rachats d'actions à 1%, les banques ont grogné pendant une semaine, mais finalement c'est très bien passé, il a créé à 1%, et maintenant
il veut la mettre à 4%, et ça fonctionne. Il veut faire une taxe sur les milliardaires, non pas les gens qui ont 500 000 $ de côté, non pas ceux qui ont une belle maison à 1 million de $, mais Joe Biden veut une taxe sur les milliardaires et ceux qui ont plus de 100 millions de capital. Ceux qui ont plus de 100 millions de capital, ils ne vont pas en mourir si on leur demande un petit effort. Et par contre, si on investit dans les infrastructures, tout le monde va y gagner. Jean-Paul. Non, mais on a un débat actuellement sur le système des rachats d'actions. Les États-Unis le pratiquent avec une taxe de 1%. Ils parlent même de la faire peut-être passer à 4%. On répond dans le débat, partage de la valeur. Non, il faut que ça soit une taxe qui permette d'alimenter un budget. Voilà. Donc on n'est pas forcément sur le partage de la valeur, c'est bien, mais ça concerne d'abord toujours les mêmes entreprises. Et il faut que cette taxe puisse alimenter un budget général. Après, c'est excessivement compliqué d'uniformiser notre fiscalité mondiale parce qu'elle est régie par presque 130 conventions fiscales internationales. C'est très compliqué. Donc il faut qu'il y ait un vrai pouvoir politique, qu'il faut qu'on chemine pas à pas. Je crois que l'Europe a un rôle majeur à jouer d'exemplarité par rapport à ça. Et je pense que les futures élections vont être un débat très intéressant sur ces questions. Et on voit bien le stress, mais le stress positif de l'urgence climatique qui nous oblige par rapport à tout ça. Voilà. Cette dépense d'aujourd'hui est en fait une économie pour demain. Très belle conclusion. Merci Jean-Paul.